assez exceptionnels. Il y en a un qui est sur notre plateau, qui a une vie tout à fait 40 ans dans les coulisses de la République et pas seulement. Ça s'intitule Le Mouton Noir. On va y revenir dans un instant sur cet animal particulier. Et il s'appelle Loïc Le Floch-Prigent. On a entendu votre nom de nombreuses fois. Pas toujours d'ailleurs pour les grandes compagnies que vous avez dirigées, et pourtant il y en a, ce sont les plus grandes, enfin vraiment parmi voilà, en France, ce sont vraiment de très importantes entreprises, et rien que pour ça il y aurait largement de quoi faire un livre, mais il y a évidemment tout un tas d'autres choses que les gens ont entendues à la télévision, dans les journaux, on lu, et c'était sans doute important de nous donner votre version de tout ça. C'est ce que vous faites dans le livre, et on va parler d'un autre monsieur qui lui n'est pas présent, mais son biographe est là, il s'appelle Valéry Cocan. Le monsieur c'est Onassis, une très belle photo en couverture du livre. Ses combats, ses amours, son drame, c'est publié chez France Empire, et je disais à l'instant avec l'auteur que ces amours, on a un peu l'impression de les connaître, en tous les cas d'en avoir entendu parler, pour tout un tas de raisons, qui d'ailleurs ont fait sans doute pour une part son malheur, pour l'une de ces personnes, et à travers ces amours, on va essayer de découvrir le personnage. L'essentiel de la motivation. Je crois que dans l'industrie, ce que j'ai appris le plus, c'est que si vous étiez motivé, vous arriviez à faire des choses irrationnelles. Et donc réussir là où a priori vous ne devriez pas réussir. Vous avez des 1000 exemples dans la vie industrielle comme ça, vous dites bon, non, ça peut pas marcher, simplement le type il a vraiment envie, il arrive à le faire marcher. Voilà, chapeau. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est une excellente transition parce que pour le coup, on peut dire plein de choses de Monsieur Onassis, mais on peut pas dire qu'il n'était pas motivé. C'est le moins qu'on puisse dire, et je verrai quand même un autre point commun avec Monsieur Le Floch, c'est que on a affaire à deux électrons libres. Plutôt que de moutons noirs, moi je préfère parler d'électrons libres. Chacun son titre. Dans la mesure où Onassis, très tôt dans sa vie, se rend compte qu'il n'y a pas de place pour lui dans la société, et que s'il se met à appliquer les règles que d'autres ont imaginées pour lui, il va pas aller très loin, il va même pas partir du tout. Donc Onassis, quelque part, il commence par se réinventer, et il choisit de trouver des astuces qui lui permettent de marcher hors des sentiers battus et de créer quelque chose à son échelle, quoi. Au départ, Onassis, c'est quelqu'un qui est dans une position de légitime défense sociale parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans la société, parce que personne ne l'attend, parce que les belles places sont prises par d'autres, et que ces autres-là imposent des règles qu'ils calfeutrent derrière des dehors moraux. Mais bon, Onassis, là-dedans, il veut lézarder ça pour pouvoir simplement exister au départ. Oui. Après l'appétit vient en mangeant, j'ai envie de dire. Et il a fait son chemin. Parce qu'au bout du compte, et je ne suis pas sûr que les gens le sachent, ça passe pour lui au départ par un exil, c'est-à-dire que vu la situation politique qu'il y a en Grèce, il ne va pas pouvoir y rester. Oui, alors là aussi, c'est ce qui me fait dire qu'Onassis est un personnage furieusement moderne. C'est au départ un petit jeune qui fait face à plein de problèmes. On dit qu'il est grec, oui, mais c'est un grec né en Asie mineure, en Anatolie, ce qui correspond aujourd'hui, depuis 1922, à la Turquie. Pour un grec d'Athènes, c'est pas vraiment un grec. Ils ont d'ailleurs une expression insultante, mais à leur majuscule. Pour un grec d'Athènes, ces gens-là, ce sont les Turcos. Même encore aujourd'hui, en 2014, quand vous dites à un grec Turcos, au mieux, il vous met une claque, au pire, il sort son couteau. Donc, vaut mieux éviter. Et donc, Onassis, il a déjà, au départ, un problème d'identité. On lui nie son identité. On lui nie son appartenance à la communauté nationale. Deuxième circonstance aggravante, Onassis, ses premières années, ce sont des années de fils à papa. Parce que la famille est confortablement installée en Asie mineure. Papa fait du business, et puis ça marche plutôt bien. Et du jour au lendemain, les Onassis perdent tout.
Il y a le problème d'identité, il y a le problème de subsistance. En plus, on est dans une société patriarcale où le jeune Onassis, il est adolescent, hein, il a 15-16 ans quand ça lui tombe sur la tête. Donc, et lui, il a la fougue de cet âge-là, il est traumatisé par ce qui lui arrive, il faut qu'il rebondisse, il faut qu'il existe, il faut qu'il mange, tout simplement. Et ça passe par l'Argentine. Qu'est-ce qui lui fait choisir ce pays-là? Au Nouveau Monde, il y avait quand même beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui le fait se diriger vers ce pays-là, justement? La question de l'exil pour Onassis se pose en 1922-1923. Or, les Américains du Nord ont déjà changé leurs règles d'accueil des étrangers. Donc le rêve américain d'Onassis, là aussi, il commence mal. Parce que le rêve américain d'Onassis, c'est New York, c'est les États-Unis, c'est tout ça. C'est pas possible. Mais comme l'Argentine a une tradition commerciale avec la Grèce, notamment avec les armateurs grecs, mais ça, j'anticipe, Onassis se dit, allons voir ce qui se passe en Argentine. L'Argentine qui, à l'époque, n'est pas l'Argentine actuelle. Au début des années 20, l'Argentine, c'est un Eldorado qui est en plein boom. C'est un pays qu'il faut construire. C'est un pays qui ne s'embarrasse pas trop de règles administratives contraignantes. Donc, pour un entrepreneur, il y a de quoi faire. Et Onassis n'est pas le seul. Hein. Chaque année, l'Argentine, à l'époque, reçoit 1 million de réfugiés, de désespérés qui rêvent de reconstituer quelque chose là-bas. Et Onassis, en plus, ne parle pas espagnol. Bon, il y va quand même. Dire si c'est accueillant. Alors ça va passer, on ne peut pas tout raconter, mais ça va passer, les débuts, ça va passer par le tabac, et ça va passer assez vite ensuite par le transport du pétrole. Mais déjà le tabac c'est intéressant parce qu'en arrivant là-bas, il comprend que s'il veut s'en sortir, ça va être sur une idée. Dès le départ, dès qu'il arrive en Argentine, Onassis est en train de peaufiner sa méthode. Parce qu'il y a une méthode Onassis, quand il arrive quelque part, tout de suite, il se pose, il observe, il étudie. Il étudie les règles du jeu du secteur où il arrive. Il regarde qui fait quoi, qui sont les big boss, pourquoi ils sont devenus les big boss et comment ils entretiennent leur statut de big boss. Et il constate que ces big boss, une fois qu'ils sont au sommet, ils mettent en place des règles pour empêcher d'autres de venir empiéter sur leur plate-bande. Et donc, Onassis, très vite, il comprend que s'il veut exister dans ces milieux-là, il doit introduire quelque chose de nouveau. Il doit créer. Et c'est en ça que, dans un de mes précédents livres, j'avais associé Onassis à Citroën. Ce sont des gens qui, pour exister, introduisent quelque chose de neuf et s'affranchissent d'un certain nombre de codes déjà existants. Et Onassis le fait dans le domaine du tabac en arrivant en Argentine. Il va le faire très vite dans le milieu du commerce maritime. C'est ça. Et avec des précisions, parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit gars comme ça qui n'a pas spécialement fait d'études, qui n'a pas spécialement cherché ça, mais quand il décide de faire construire ses propres bateaux, il va voir les constructeurs et il leur dit de quelle taille il veut, et ça s'est jamais fait à l'époque. Ah oui, non, c'est quelqu'un, quand il va voir les ingénieurs, parce qu'il s'est rendu compte, Onassis, que les bateaux qu'il voulait n'existaient pas. Il s'est rendu compte que s'il voulait battre la concurrence, il fallait qu'il invente un nouveau type de bateau. Et ça correspond à l'époque où le pétrole commence à devenir vraiment un enjeu économique. Il y a déjà les Américains qui commencent à avoir des velléités expansionnistes dans le domaine, américains qui se heurtent à la mainmise britannique à l'époque. Les Américains vont utiliser des règles, on est d'accord, qui ne sont pas du tout morales pour pousser les Anglais à la sortie. Et Onassis est au milieu de tout ça, et Onassis invente, il faut dire les choses comme elles sont, il invente les supertankers. Et il va embêter les ingénieurs en leur imposant de nouveaux standards. Et les ingénieurs, quand ils reçoivent ce petit grec là, qu'est-ce qui vient nous embêter pour être poli? Nous on fait des bateaux de telle façon, il n'y a pas de raison qu'on change.
Et Onassis, il va devoir sortir son carnet de chèques, il va devoir se montrer très persuasif, et finalement il va obtenir gain de cause. Et les Suédois acceptent de lui construire ce supertankers. Ils se rendent compte, chemin faisant, que c'est tout à fait faisable. Et c'est comme ça que commence réellement l'épopée du petit grec qui va devenir le grec de cette époque-là. C'est ça, parce que il a aussi, parallèlement à cette ténacité, cette envie d'entreprendre, une envie tout aussi grande d'exister. C'est-à-dire que l'on reconnaisse ce qu'il a fait, qu'on le reconnaisse lui, c'est une part non négligeable de ce qu'il considère être la réussite. Si on peut dire, Onassis à la base c'est un traumatisé d'histoire. Il le voit massacré au sens propre. Il a un de ses oncles qui est pendu au écourt, il y a un autre de ses oncles qui est coupé en morceaux vivants, et une autre partie de la famille qui meurt dans l'incendie d'une église dans la banlieue de Smyrne. Donc déjà, il y a ensuite le traumatisme de son identité. Il se croit grec, il est orthodoxe, il arrive sur le continent, il arrive à Athènes, on lui enlève ça en plus. Il est obligé de parcourir la moitié du monde, s'exiler en Argentine, donc il cumule les handicaps, il cumule les catastrophes, et ça c'est le fil rouge de toute sa vie. Quand on discute avec des gens en salon, en conférence, ils viennent, Onassis, c'est le symbole du succès. Quand on gratte un peu, on se rend compte qu'Onassis, c'est une suite perpétuelle de catastrophes. Sauf qu'Onassis, quand il lui arrive un pépin, il met genou à terre, il fait le dos rond, il attend que ça se passe. Pendant que ça se passe, il observe, toujours la méthode Onassis, on observe, on étudie et on essaye de trouver une solution pour rebondir. Et Onassis, le secret d'Onassis, c'est ça. C'est un diable monté sur ressort, et à chaque fois qu'il arrive une catastrophe, il trouve l'astuce pour sortir de sa boîte à nouveau et pour recommencer, si possible, encore mieux qu'avant. Ce qui est très intéressant, flagrant et surprenant, et je ne sais pas ce qu'il en pense de lui-même aujourd'hui, c'est que si on se souvient surtout de lui, malheureusement c'est pas tellement pour avoir inventé les bateaux, même si au demeurant ça reste quelque chose de très important, c'est bien pour avoir fréquenté certaines femmes, et que ce soit la Calas, que ce soit Jackie Kennedy, à travers ces femmes-là, il reste dans la mémoire collective, me semble-t-il. Oui. Jusqu'à quel point ces femmes-là ne sont pas, comment pourrait-on dire ça, sa mauvaise idée. Oui, alors en plus les femmes c'est compliqué parce qu'il y a les femmes qui l'aiment. Je croyais que c'était ça. C'est une autre de vos erreurs, monsieur le il y a les femmes qui l'aiment, qui le rendent complètement gâteux. Onassis, on a l'habitude de le voir comme un esprit calculateur, froid. C'est vrai que c'est une machine intellectuelle incroyable. Les anglo-saxons se plaisent à montrer Onassis comme un ignare, un inculte, un barbare à peine sorti de sa grotte d'Anatolie. Non, c'est quelqu'un qui est très fin, c'est quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui connaît Homère sur le bout des ongles, qui est capable, et ça lui sert dans le domaine de la séduction, il est capable de réciter des poésies de l'Iliade, de l'Odyssée impeccablement. C'est quelqu'un qui lit énormément de livres d'histoire. Il a une bibliothèque de biographies, que ce soit sur son yacht ou dans ses appartements. Il a ses bibliothèques. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la peinture, au milieu des arts et tout ça. Donc c'est pas une curiosité de l'esprit qu'un jour il s'intéresse au bel canto et qu'il en vienne à croiser le chemin de Calas. Mais bon, la Calas l'attire, mais chez la Calas, ce qui l'attire vraiment, c'est Maria. Ça aussi, c'est un des petits côtés inédits du bouquin. Alors, il y a les femmes qui l'aiment, qui le rendent complètement fleur bleue. C'est un ado un petit peu attardé dans ce domaine-là. Et puis, il y a les femmes, je dirais, qu'il séduit presque machinalement, quoi, parce qu'il a besoin de se rassurer aussi sur à la fois sa séduction
Et puis, c'est un homme du Sud, c'est un Méditerranéen, il a besoin de se rassurer aussi sur son tempérament. Donc, et puis, c'est aussi quelqu'un qui craint la solitude. Donc, il a besoin d'être entouré, il a besoin, oui, il a besoin de se rassurer. Est-ce que je pourrais intervenir 2 minutes je crois qu'il y a deux manières, et on voit bien à travers ce que dit notre ami, deux manières de concevoir la réussite individuelle ou collective, et avec argent et notoriété. Alors cette espèce de cycle, donc il faut savoir à un moment ce qu'on cherche. Alors, je crois qu'on décrit très bien Onassis dans le fait que ce qu'il a cherché, c'était son accomplissement personnel à travers une sorte de reconnaissance sociale, mondiale, et dont la fin est d'arriver à épouser la femme de l'ancien président des États-Unis. Donc voilà, c'est important. Jackie, c'est encore particulier. Non, mais excusez-moi. Bon, mais on voit bien que l'ensemble de sa vie est quand même lié au fait que s'il n'accumule pas, d'une façon, il ne va pas réussir. Bon. Et nous avons ce genre de personnages que je décris dans le livre que Lévy. Il existe ces personnages. Bon, alors ces personnages, après tout, ils ont le droit d'exister. On me dit, mais vous dites du mal d'eux. Je ne dis pas du mal d'eux, je dis simplement que ce sont des égoïstes compulsifs. C'est-à-dire que le problème de savoir si la Grèce va mieux ou si c'est pas leur problème fondamental. Ils ont envie d'être reconnus par la Grèce, ce qui n'a rien à voir. Bon, alors l'ambition, j'essaie de vous décrire des individus, des analystes français quand je dis ça. Hein, alors les analystes français, ils sont dans mon livre. Hein, voilà. Je vais sortir deux jokers. Et je pense que le problème que nous avons aujourd'hui en France n'est plus celui-là. N'est plus d'avoir des égoïstes compulsifs. On en a et ça ne fait pas avancer Schlimbick. Le problème, c'est de voir quel est notre échec collectif et comment nous pouvons aujourd'hui, industriel, hein, et cet industriel, il est patent sur l'ensemble. Je peux vous raconter l'histoire du bassin lillois en vous montrant comment la reconversion était possible et n'a pas eu lieu. Et puisque je l'ai vécu pendant un certain temps. Donc il y a cet échec collectif. Et le problème, c'est d'arriver à retrouver collectivement cette envie de faire quelque chose avec des individus. Alors, ces individus peuvent être soit des gens avec un sens de l'État, soit des égoïstes compulsifs qu'on utilise, mais il faut savoir les utiliser. Si jamais on en a, il faut savoir les utiliser de manière à collectivement redresser une situation qui est aujourd'hui catastrophique. On a des pans entiers de notre industrie qui ont disparu. Il n'y avait pas de besoin inéluctable, de mon point de vue, de les faire disparaître. Et ils sont capables de revenir si jamais on en a vraiment envie, il y a une volonté et de la compétence. C'est-à-dire que dans le livre, il y a eu une femme récente qui considérait que la volonté était essentielle. Oui, mais la volonté sans compétence, ça ne sert à rien. Il faut la volonté et la compétence. Et alors, ce que dit M. Onassis, c'est très important, c'est que Onassis, quand il y a quelque chose, il regarde, il essaie de comprendre. Et il essaie de comprendre, c'est-à-dire qu'il a l'humilité de se dire qu'il ne sait pas, et qu'il va essayer de comprendre. Et cette humilité, hélas, a disparu de nos élites, entre guillemets, qui sont fausses élites de mon point de vue, des élites qui considèrent qu'ils savent tout. À 18 ans, j'ai réussi un concours, je sais tout. Et je sais tout à vie. Pas de chance. L'école de la vie vous montre que les gens avec qui vous travaillez vous apprennent des choses. Et c'est grâce à ce que vous apprenez tous les jours, à la synthèse que vous faites, que vous êtes capable de dire voilà dans quelle direction je vais. Et si jamais on n'a pas cette humilité de comprendre ce que les gens disent, on ne va pas s'en sortir. Et je pense que Onassis a montré de façon permanente cette humilité, même si c'est engueulé avec les ingénieurs des constructeurs de bateaux, il avait l'humilité de comprendre qu'il y avait un certain nombre de choses
qu'il imaginait et qui ne marchait pas et qu'il fallait donc qu'il modifie. On peut même ajouter avant de... Excusez-moi, j'ai essayé. Et ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul à penser, moi c'est de manière instinctive. Vous avez l'expérience, moi je sens ça, pour avoir travaillé dans l'industrie automobile, je sens parfaitement ce que vous voulez pointer et ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Alors pour Onassis, je vais sortir de Joker. Onassis vit exclusivement pour lui jusqu'en 1948. Parce qu'en 1948, dans son univers, il y a quelque chose de neuf qui apparaît, c'est la naissance de son fils. Naissance de son fils, alors c'est un événement extraordinaire dans son univers, et en plus, très vite, chasser le naturel, il revient en galop. Le fiston, tout de suite, il se part d'une dimension, c'est l'héritier, quoi. Et à partir de 1948 jusqu'à 1973, autre date essentielle, Onassis cesse d'être centré uniquement sur lui. Il fait tout son possible pour que le fiston ait de bonnes bases. Mais ça c'est de l'égoïsme. Pour moi, c'est de l'égoïsme toujours. C'est pas. Il y a une part d'égoïsme. C'est pas parce que c'est le prolongement de soi-même. Voilà, ça sert à le fiston, après, moi, je suis dans le collectif. J'oppose l'égoïsme au collectif. Il va se rebeller, il va. On s'en fout dans le bouquin. Si vous voulez que je vous parle des fils des égoïstes compulsifs aujourd'hui en France, je peux vous en parler, mais ça. Ah oui, mais le fiston, il n'a pas été à la faculté. C'est les clones, ça sert à rien. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le collectif. Le fiston, la faculté qu'il va faire, c'est trouver sa place derrière un père aussi dominateur. Et le deuxième joker que je fais, c'est... et ça, on a d'excellents moyens de comparaison. Il y a d'autres milliardaires grecs de cette envergure à l'époque. Pour pas citer le fameux Niarchos. Onassis, par rapport à Niarchos, Onassis est un patriote. Niarchos, dès qu'il gagne un sou, il va le porter à Genève, dans une banque suisse. Niarchos, tout de suite, dès ses premiers millions, c'est un grec de Genève. De Locarno, de Zurich, la preuve, les tombeaux de la famille Niarchos ne sont pas en Grèce, ils sont en Suisse. Onassis, dès qu'il a un petit peu d'argent, dès qu'il a assuré ses arrières, tout de suite, il injecte des capitaux. Onassis est l'un des premiers à se rendre compte, on est au milieu des années 50, que la Grèce, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'industrie, qui s'occupe de prendre en main l'économie du pays, la Grèce, tôt ou tard, va au clash. La Grèce ne peut pas se contenter des subsides que lui versent d'abord les Anglais, puis les Américains. Il faut que la Grèce, à un moment ou à un autre, se prenne en charge et assume son destin elle-même. Ça va passer par le développement de l'industrie du tourisme. Onassis est l'un des premiers à faire jouer cette carte. Il avait des projets industriels, il était en train de travailler sur le développement de projets industriels. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a toujours cette date de 1973. Contrairement aux évidences, ça n'a rien à voir avec le krach pétrolier. Pour ceux qui liront le livre, ils verront la subtilité. Mais en 1973, Onassis, le business, tout ça, ça n'intéresse plus. Et il meurt en 1975. Oui, très très vite, évidemment, parce qu'il n'y a plus de raison de vivre après ça. C'est son drame. Mais vous avez raison de vous arrêter comme ça sur un suspens, parce que, au bout du compte, ce qui est bien, c'est de lire les livres aussi. Et pour quelques euros, voilà, vous aurez 2 vies à vivre chez vous le soir ou quand vous avez envie de lire. Et c'est finalement très très intéressant. Et c'est ce que permettent les livres aussi, c'est de vivre d'autres vies. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci à vous.